Il ne lui restait que 900 $. La maison, que personne ne voulait acheter, est devenue sa seule chance. Mais à l'intérieur, elle n'a pas trouvé des ruines, mais un secret qui pourrait coûter la vie. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Écris en commentaire d'où tu regardes, nous lisons chaque message. Emily Carter traversait une période de sa vie où chaque souffle semblait peser plus lourd que le précédent. Depuis des mois, elle avançait comme dans un tunnel sans lumière, portée uniquement par l'amour qu'elle éprouvait pour son fils Logan. À 36 ans, elle aurait pu avoir une existence stable, confortable, remplie de la routine ordinaire que connaissent des milliers de familles. Elle avait travaillé 5 ans comme infirmière dans une clinique privée de bonne réputation. Elle s'y était attachée à ses patients, avait développé des liens sincères avec des familles entières, parfois au point de rentrer chez elle avec les émotions des autres collées à la peau. Elle aimait ce métier, aimait le sentiment d'utilité qu'il lui procurait, la satisfaction d'apporter un soulagement à ceux qui souffraient. Mais un matin, aussi froid que les murs blancs de l'établissement, un responsable administratif l'avait convoqué dans un petit bureau sans fenêtre pour lui annoncer d'un ton détaché que l'établissement procédait à une réduction de personnel. Son nom figurait sur la liste. Il n'y avait rien de personnel, rien à discuter, rien à rattraper. Simplement un au revoir sec, administratif, presque mathématique dans sa froideur. La perte d'assurance maladie fut le premier coup porté à son équilibre fragile. Pour elle-même, elle aurait pu s'en accommoder, mais pour Logan, c'était impensable. Son fils de 11 ans souffrait d'une forme sévère d'asthme allergique, un combat qu'elle menait depuis des années avec détermination. Une crise mal gérée pouvait mettre sa vie en danger. Chaque inhalateur, chaque visite médicale, chaque traitement nécessitait des dépenses qui dépassaient désormais largement ses moyens. Elle trouva alors 2 emplois précaires, l'un dans une station-service pour les postes du matin et de l'après-midi, l'autre comme femme de ménage la nuit, dans des bureaux qui ne dormaient jamais. Ces journées étaient un enchaînement d'heures floues, où la fatigue se superposait à la fatigue jusqu'à devenir une seconde peau. Elle dormait 3, parfois 4 heures par jour, et même lorsque son corps réclamait du repos, son esprit comptait, calculait, cherchait comment prolonger un peu plus l'inévitable chute. Malgré toutes ces heures travaillées, malgré les sacrifices, malgré les repas sautés et les vêtements rapiécés, l'argent manquait toujours. Les médicaments de Logan coûtaient plus cher que ses 2 salaires réunis. Certains jours, elle se privait de manger pour pouvoir payer une dose supplémentaire. D'autres jours, elle espérait une nuit sans crise, parce que l'inhalateur était presque vide. Et comme si le sort s'acharnait à tester les limites de sa résilience, un matin, elle trouva un avis de résiliation de bail glissé sous la porte de leur petit logement. Le propriétaire avait vendu l'immeuble, les nouveaux propriétaires voulaient me rénover et les locataires devaient déguerpir. 3 semaines. C'était le délai qu'on lui accordait pour trouver un toit. 3 semaines pour trouver l'impossible. Un logement abordable, sain et suffisamment propre pour un enfant malade. Elle comprit alors que la corde qui retenait encore sa vie au-dessus du vide devenait de plus en plus fine. Il lui restait exactement 940 $. Elle les regardait chaque soir, posée sur la table branlante de la cuisine, comme on contemple la dernière bougie avant l'obscurité totale. Elle ne savait pas comment il tiendrait jusqu'à la fin du mois, ni comment payer un nouveau logement, ni comment acheter les médicaments de Logan, qui diminuaient à vue d'œil. Une nuit, trop épuisée pour dormir, elle prit son téléphone et chercha désespérément une solution, même improbable, même insensée. C'est ainsi qu'elle tomba sur un site listant des ventes d'objets saisis ou abandonnés, voitures rouillées, conteneurs remplis de rebut, cabanes effondrées, terrains sans valeur. La plupart des annonces étaient en pathétique, inutilisables. Mais soudain, une photo attira son regard. Une maison, une vieille maison en bois, située sur Cedar Hill Road, dont l'annonce précisait « Propriété désertée depuis 20 ans, mise à prix 900 $. La maison était affreuse, ridiculement délabrée, couverte de végétation, presque avalée par le temps. Personne n'en voudrait, cela se voyait. Et pourtant, Émilie sentit quelque chose remuer en elle, une intuition, une pulsation infime, comme une voix lointaine chuchotant qu'il y avait là une chance, même minuscule, même dangereuse. Elle pensa à sa mère, disparue depuis longtemps, et à ces mots répétés encore et encore pendant son enfance. Quand tout semble perdu, ose ce que les autres n'osent pas.
c'est parfois la seule manière de remonter à la surface. Le lendemain, elle se rendit à l'audience publique, dans une salle où se pressaient des investisseurs, des agents immobiliers, des entrepreneurs. Émilie, avec son jean usé et ses cernes violacées, se sentait comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Les annonces défilaient, les numéros de lot s'enchaînaient. Personne ne prêtait attention à elle. Puis vint l'annonce de la vieille maison de Cedar Hill Road. L'agent lut la description d'une voix monotone, mentionnant l'abandon, le manque d'entretien, les risques structurels. Le silence se fit. Personne ne leva la main. Pas un mouvement. Pas même un haussement de sourcils. C'était comme si le lot n'existait même pas. Et c'est alors qu'elle sentit son cœur battre plus fort. Elle regarda mentalement Logan, ses yeux fatigués, ses difficultés à respirer. Elle se dit que même une cabane délabrée pourrait être meilleure que la rue. Sa main se leva, tremblante, hésitante, mais elle se leva. L'agent la regarda, surpris. Personne ne surenchérit. Le marteau tomba presque immédiatement. Adjugé à Madame Carter. Elle venait de dépenser sa dernière chance. Quand elle récupéra les clés, la greffière, une femme au visage fermé, lui dit d'une voix étrange, presque méfiante, « Vous venez d'acheter la maison des Miller. C'est surprenant qu'elle trouve un acquéreur. » Émilie ne répondit pas. Elle ne comprenait pas encore le poids de ces mots. Quand elle arriva devant la maison avec Logan, le soleil couchant éclairait les planches tordues du porche. La peinture s'était écaillée au fil des décennies, les fenêtres étaient sales, certaines fendues, et la végétation envahissait le terrain comme une mer sauvage. Pourtant, Logan sourit, un sourire réel, vivant, qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. « On a une maison, maman », murmura-t-il. Ce simple murmure fit monter des larmes dans la gorge d'Émilie. Elle entra la première. L'odeur d'humidité lui frappa le visage. Le sol craquait sous ses pas. Des traces d'animaux parsemaient dans les coins. Mais elle avançait, inspectant chaque pièce, essayant de se convaincre qu'il pourrait en faire quelque chose. Un refuge, un endroit où recommencer. Lorsque Logan monta à l'étage, une crise d'asthme éclata presque immédiatement. Elle l'entendit siffler, tousser, lutter pour respirer. Elle se précipita vers lui, le prit dans ses bras et l'emporta dehors, paniquée. Elle l'assit sur le siège de la voiture, activa l'inhalateur, attendit que sa respiration se stabilise. Son cœur battait aussi violemment que s'il cherchait à s'échapper de sa poitrine. Il ne pouvait pas dormir dans la maison. Pas cette nuit. Pas dans cet état. Alors elle passa la nuit dans la voiture, enveloppant Logan dans une couverture, le gardant contre elle comme pour le protéger du monde entier. Au petit matin, alors que le froid mordait encore l'air, une silhouette apparut près du portail. Une femme d'un certain âge, aux cheveux gris noués en chignon, portant un panier sous le bras. Elle souriait avec douceur. « Je suis Grace Holloway, votre voisine, » dit-elle. « J'ai appris que quelqu'un avait enfin racheté la maison. J'ai apporté du pain chaud. Vous devez être épuisé. » Émilie, bouleversée par tant de gentillesse, la remercia. La femme entra quelques instants, regarda la maison avec une tristesse étrange dans les yeux avant de murmurer. C'était la maison du docteur Helena Miller, une femme brillante. Elle a disparu, un jour, sans laisser de traces. Depuis, personne n'a voulu de cet endroit. On dit que certaines maisons retiennent trop d'histoires. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, un homme approcha, grand, solide, les mains calleuses. Il se présenta comme Calvin Brooks, un habitant du secteur et charpentier depuis 30 ans. Il observa les fondations, les murs, puis hocha la tête. « Vous avez pris un risque, mais ce n'est pas perdu. Je peux vous aider. Gratuitement. » On ne laisse pas une mère et un enfant se débrouiller seuls devant une maison pareille. Émilie sentit, pour la première fois depuis longtemps, un souffle d'espoir. Calvin tourna ensuite son regard vers la parcelle à l'arrière. Et puis, si je me souviens bien, il y avait un genre de laboratoire, enfin, je crois. Quelque chose de pas très ordinaire. À cet instant précis, sans qu'elle sache pourquoi, Émilie eut le sentiment très net que sa vie venait de basculer dans quelque chose qui dépassait largement un simple déménagement. Le passé, la disparition d'Helena Miller, la maison abandonnée, ce mystérieux laboratoire. Tout cela formait une toile dont elle ne percevait encore que quelques fils, mais elle sentait déjà qu'ils étaient connectés à quelque chose de beaucoup plus vaste. Son avenir, celui de Logan et celui de cette maison s'entremêlèrent désormais. Et le destin silencieux,
commençait à s'agiter autour d'elle. Le lendemain de leur première nuit passée dans la voiture, Émilie ressentait encore la morsure du froid dans ses os, mais quelque chose d'autre remuait en elle. Une détermination nouvelle, presque féroce, née du sourire fragile de Logan et de l'aide inattendue de Grace et de Calvin. Elle se disait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant, pas alors que ce lieu, malgré son apparence décrépite, semblait vouloir leur offrir quelque chose. Le soleil du matin éclairait la maison d'une lumière pâle, révélant encore davantage les fissures, les planches pourries et la peinture écaillée. Pourtant, en voyant Calvin se présenter de nouveau avec ses outils, prêt à travailler sans rien demander en retour, Émilie sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Il parlait peu, mais chacun de ses gestes témoignait d'une gentillesse et d'une force tranquille qui redonnait un peu d'espoir. Elle avait appris à reconnaître les bonnes intentions, peut-être parce que la vie l'avait forcée à se méfier des mauvaises. Logan, encore fatigué de sa crise, restait près d'elle, observant avec fascination toutes ces personnes qui, sans les connaître, semblaient vouloir les soutenir. Calvin se mit au travail en premier, examinant la façade, les poutres, les zones qui menaçaient de céder. Émilie l'assistait comme elle pouvait, balayant, ramassant des débris, cherchant à redonner au lieu un semblant de dignité. Mais plus elle avançait dans les pièces, plus elle ressentait comme une présence silencieuse dans la maison. Non pas menaçante, mais lourde, comme si les murs retenaient encore des histoires qu'ils avaient trop longtemps gardées pour eux. L'après-midi avançait lorsqu'Émilie décida de nettoyer ce qui semblait être une ancienne chambre d'enfant. La pièce avait une atmosphère étrange, presque figée dans le temps. Les couleurs jadis vives du papier peint s'étaient ternies, mais on distinguait encore des motifs d'animaux, des petites étoiles ici et là. Une peluche oubliée gisait dans un coin, décolorée par les années. Émilie resta un instant immobile, émue par le contraste entre la douceur que la pièce avait dû incarner autrefois et l'abandon dans lequel elle se trouvait aujourd'hui. Elle sentit un frisson glisser le long de sa nuque, comme si quelqu'un avait passé la main sur son épaule. Elle se ressaisit et reprit son nettoyage. Alors qu'elle déplaçait un vieux coffre poussiéreux, elle remarqua qu'une planche du plancher semblait légèrement décalée, comme si elle avait été posée différemment des autres. Elle posa les doigts dessus et sentit une vibration infime, un léger jeu sous la pression. Son cœur se mit à battre plus vite. Sans savoir exactement pourquoi, elle avait l'intuition que cette planche avait été déplacée intentionnellement. Elle chercha un outil et, avec précaution, glissa l'extrémité d'un tournevis dans la fente. Après quelques efforts, la planche céda dans un grincement sec. Un espace vide apparut. À l'intérieur, une boîte en métal reposait, intacte malgré les années. Émilie la sortit lentement, le souffle suspendu. Quelque chose lui disait que ce qu'elle tenait dans ses mains allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur cette maison. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un carnet épais aux pages jaunies, des photographies anciennes montrant une femme au sourire doux et une petite fille qui lui ressemblait, ainsi qu'une clé en métal, petite mais lourde, sur laquelle était gravée une lettre. Monsieur Émilie caressa la couverture du carnet. Le nom inscrit dessus fit battre son cœur plus fort. Dr. Helena Miller. Elle s'assit lentement sur le sol, près de la fenêtre fissurée, et ouvrit le carnet. Les premières pages retracèrent la vie de cette femme, une scientifique passionnée, animée d'un désir profond de créer un remède contre une maladie pulmonaire rare, l'Alderon's disease. Émilie lut ces lignes avec un mélange de fascination et de malaise. Elle y trouvait un écho troublant à sa propre vie, à son combat pour préserver la respiration de son fils. Au fil des pages, le style d'écriture changea. Les phrases devinrent plus saccadées. Helena racontait ses découvertes, ses espoirs, mais aussi la pression croissante exercée par son ancien employeur, la société pharmaceutique Novartis. Il voulait récupérer sa formule, sans se soucier des patients ou de sa vision humaniste. Helena refusait. Elle croyait au bien commun. Les menaces commencèrent alors. Subtiles d'abord, puis directes. Elle décrivait des visites inquiétantes, des intrusions suspectes, l'impression d'être suivie. Émilie sentit une décharge glaciale lui traverser la colonne vertébrale en lisant ces mots. La dernière page du carnet s'arrêtait brutalement, au beau milieu d'une phrase, comme si quelqu'un avait empêché Helena de continuer. Elle referma lentement le carnet, l'esprit envahi par une sensation étrange, à mi-chemin entre la peur et la révélation. Cette femme, cette scientifique, avait disparu. Et maintenant,
Émilie tenait entre ses mains la preuve que sa disparition n'était pas un simple accident. Elle resta un moment immobile, puis se souvint de la clé trouvée dans la boîte. Une clé avec un M. Elle se demanda immédiatement si M signifiait Miller. C'est alors que Calvin, revenant de l'arrière de la maison, entra dans la chambre. En voyant Émilie assise, le carnet sur ses genoux, il comprit que quelque chose avait été trouvé. Elle lui expliqua brièvement. Il réfléchit un instant, plissant les yeux. Derrière, là-bas, au bout du terrain, il y a une construction en béton. On l'a toujours appelé le bunker de Miller. Personne n'y est entré depuis des années. Peut-être que ta clé ouvre ça. Émilie sentit son pouls s'accélérer. Avec Logan qui se reposait dans la voiture de Grace, elle suivit Calvin à travers les herbes hautes qui recouvraient presque entièrement l'arrière du terrain. Ils atteignirent une structure basse, rectangulaire, couverte de mousse, dont la porte métallique portait les traces de l'usure du temps. Émilie inspira profondément, fit glisser la clé dans la serrure. Le mécanisme céda d'un clic sec, comme si rien ne s'était passé depuis la veille. À l'intérieur, ils découvrirent un espace figé, soigneusement organisé, où chaque objet semblait attendre le retour de Helena Miller. Des dossiers empilés, des fioles soigneusement étiquetées, des plantes séchées, des impressions de données scientifiques. Une véritable petite retraite scientifique cachée sous des années de poussière. Émilie s'avança lentement, comme hypnotisée. Elle toucha les tables de travail, les carnets remplis de formules et de schémas, les photos accrochées sur un panneau en liège. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas simplement acheté une maison délabrée. Elle avait mis les pieds dans un lieu où avait été menée une recherche révolutionnaire. Un lieu où une femme avait tenté de sauver des vies. Un lieu qui semblait encore murmurer son histoire. En parcourant les notes, Émilie sentit une vague de respect et de tristesse l'envahir. Elle pensa à Helena, à sa disparition soudaine, à son combat solitaire contre une entreprise puissante. Et alors qu'elle lisait une dernière note évoquant une formule non brevetée, un remède potentiel capable de sauver des milliers de vies, elle sentit une certitude l'envahir. Cette maison n'était pas tombée entre ses mains par hasard. Quelque chose, ici, avait attendu d'être révélé. Quelque chose qui maintenant demandait justice. Et Émilie, sans l'avoir encore pleinement conscience, venait d'accepter ce rôle. Une force nouvelle éclatait en elle. Elle ne savait pas encore à quel point cette découverte allait la placer en danger. Mais ce soir-là, en refermant la porte du laboratoire secret, elle sentit que sa vie venait d'entrer dans un territoire où la vérité pouvait coûter très cher. Les jours qui suivirent la découverte du laboratoire secret furent marqués par un mélange d'émerveillement, de tension et d'une curiosité presque obsédante. Émilie n'arrivait plus à penser à autre chose qu'au carnet d'Helena, aux dossiers soigneusement rangés, aux cartes annotées et surtout à la formule incomplète qui semblait avoir représenté l'aboutissement de toute une vie de recherche. Chaque fois qu'elle retournait dans la petite construction de béton enfouie sous la végétation, elle avait l'impression d'entrer dans l'esprit d'Helena Miller, d'y sentir le poids de ses inquiétudes, mais aussi l'immensité de son espoir. Pourtant, malgré l'importance de ce qu'elle avait découvert, Émilie savait qu'elle ne pouvait pas laisser la maison et le terrain dans cet état. Elle devait continuer à restaurer le lieu pour Logan, pour leur avenir, pour tout ce qu'elle commençait à comprendre. C'est dans cet esprit qu'elle s'estida à poursuivre les réparations, tout en passant des soirées entières à lire, trier et essayer de comprendre les documents retrouvés. Calvin lui apportait une aide précieuse. Il répara les poutres, renforça le porche, remplaça quelques planches, mais à mesure que les travaux avançaient, il remarquait aussi, comme Émilie, que cette maison semblait avoir gardé un passé trop lourd pour qu'il puisse être ignoré. Il posait parfois sa main sur un mur, comme pour sentir s'il y avait quelque chose derrière. Et lorsqu'Émilie lui confia qu'elle était persuadée que la disparition d'Helena n'était pas accidentelle, il hocha la tête avec un sérieux inhabituel. « Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de rumeur, » murmura-t-il un jour en resserrant une vis. « Beaucoup de gens dans le coin pensent qu'elle a été forcée de disparaître. Elle travaillait sur quelque chose de trop important. » Ces mots résonnèrent en Émilie, mais elle ne comprit vraiment leur portée que lorsqu'un homme vêtu d'un costume sombre se présenta à la maison. C'était en fin de matinée. Le ciel était couvert, l'air lourd. Émilie était dans la cuisine en train de nettoyer un vieux meuble trouvé dans la remise lorsque quelqu'un frappa à la porte. Le son était net, froid, autoritaire. Logan dormait dans la pièce voisine, épuisé par une nuit agitée.
Elle ouvrit avec prudence. Sur le seuil se tenait un homme d'une quarantaine d'années, au visage pâle et au regard perçant. Son costume impeccable contrastait violemment avec la pauvreté du décor environnant. Il sourit, mais son sourire n'en avait que la forme. « Madame Carter ?» demanda-t-il. « Je représente Novaris Therapeutics. Nous avons appris que vous êtes devenue propriétaire de cette maison. » Émilie sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait jamais contacté l'entreprise, jamais communiqué avec eux, jamais laissé une trace pouvant les alerter. Comment avait-il su si vite? L'homme poursuivit sans lui laisser le temps de répondre. « Nous avons un intérêt particulier pour ce terrain. Nous sommes prêts à vous faire une offre tout à fait avantageuse. 300 000 $, payable immédiatement si vous acceptez de céder la propriété. » Émilie resta silencieuse, profondément troublée. La somme était gigantesque pour elle, un montant qui pourrait effacer toutes ses dettes, garantir une vie stable à Logan, peut-être lui offrir même une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Mais ses pensées revinrent aussitôt au dossier d'Elena, à la formule, aux mentions alarmantes concernant Novaris, à la peur qui transparaissait dans les dernières pages du carnet. Elle comprit alors que cet homme ne venait pas avec de bonnes intentions. Il venait récupérer quelque chose qu'il considérait comme leur propriété. « Je suis désolée, » dit-elle doucement, « mais je ne suis pas intéressée. Cette maison est tout ce que j'ai. » Le sourire de l'homme disparut instantanément, remplacé par un rictus glacé. « Réfléchissez bien, murmura-t-il. Ce serait dommage que des complications surviennent. » Et sans ajouter un mot, il tourna les talons et disparut dans sa voiture sombre qui démarra en trombe. Émilie resta un long moment figée, la main encore posée sur la poignée de la porte. Ce n'était pas une offre. C'était un avertissement. Le lendemain, les ennuis commencèrent. La première chose fut la coupure d'eau. Non pas un simple problème de raccordement ou un incident banal. Les tuyaux avaient été sectionnés, clairement et volontairement. Calvin, qui vint inspecter les dégâts, fronça les sourcils. « C'est propre, trop propre. Quelqu'un a fait ça exprès. » Émilie sentit une sueur froide glisser dans son dos. Puis, quelques jours plus tard, ce fut l'inhalateur de Logan, celui qu'elle gardait toujours dans un sac, toujours à portée de main, toujours dans un endroit où elle était certaine qu'il ne pouvait être touché. Et pourtant, un matin où Logan commençait à respirer plus difficilement, elle ouvrit l'inhalateur avec précipitation et découvrit qu'il était vide. Pas à moitié, pas quasiment vide, complètement vidé de son médicament. Elle se mit à trembler. Si cette crise avait été plus grave, si elle n'avait pas eu un deuxième inhalateur dans la voiture, Logan aurait pu mourir. Elle sentit son souffle se briser sous le poids de cette prise de conscience. Le troisième événement survint au crépuscule, un jour où elle s'apprêtait à aller en ville pour acheter des outils. En montant dans la voiture, elle ressentit une légère résistance dans la pédale de frein. Un instinct viscéral, presque animal, l'arrêta au moment exact où elle allait sortir de l'allée. Elle demanda à Calvin de jeter un œil. Il glissa sous la voiture, inspecta les conduits, puis revint vers elle avec un visage fermé. « Les freins ont été sabotés. Si tu étais sorti comme ça… » Il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Émilie se sentit défaillir. Elle n'avait jamais éprouvé une telle combinaison de peur et de colère. Peur pour Logan, colère pour ses attaques lâches, pour ses tentatives de les faire disparaître sans bruit. Elle décida d'appeler le shérif du comté. L'homme, débordé, fatigué, peu habitué aux affaires sérieuses, l'écouta d'une oreille distraite. Il examina les lieux sans conviction, fit quelques notes sur un carnet, puis conclut que tout cela pouvait être une coïncidence malheureuse. « Parfois, les vieilles voitures ont des soucis », dit-il en haussant les épaules. Émilie sentit une frustration brûlante lui serrer la poitrine. Cet homme ne comprenait rien ou ne voulait rien comprendre. Elle était seule, terriblement seule. Ce soir-là, alors que Logan dormait, elle resta éveillée longtemps, observant les ombres qui glissaient sur les murs. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent la mettait en alerte. Elle avait l'impression d'être surveillée, guettée, comme si les yeux d'Elena, depuis quelque part dans l'obscurité, tentaient de l'avertir que ce qu'elle avait découvert dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. L'une des seules personnes à comprendre sa détresse fut Grace. Un soir, la vieille femme frappa doucement à sa porte, un panier de thé fumant dans les mains. Son regard était grave, comme si elle avait deviné ce qui se passait sans qu'on le lui dise. « Viens », murmura-t-elle, « je veux te montrer quelque chose. » Émilie la suivit dans la nuit. La lune éclairait faiblement l'ancien verger qui se trouvait derrière la maison.
Les arbres tordus projetaient des silhouettes étranges, presque fantomatiques. Grace avança jusqu'à un vieux pommier au tronc noueux, au pied duquel l'herbe semblait avoir été récemment dérangée. Elle s'agenouilla et creusa légèrement la terre jusqu'à ce qu'une boîte métallique apparaisse. Elle la sortit et la tendit à Emily. « Elena l'a enterrée peu avant sa disparition, » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle m'avait dit que quelqu'un la recherchait, qu'elle n'était plus en sécurité. Elle espérait qu'un jour quelqu'un trouverait cette boîte et découvrirait la vérité. » Emily ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé USB soigneusement emballée, ainsi qu'une lettre tremblante signée d'Elena. Dans cette lettre, Elena expliquait avoir été harcelée par des représentants de Novaris. Elle parlait d'un homme qui la menaçait directement. Elle révélait aussi qu'elle avait caché d'autres preuves dans un lieu isolé, dans les montagnes, dont elle avait noté les coordonnées. Emily sentit son cœur se serrer lorsqu'elle lut les derniers mots. « Si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus là. S'il vous plaît, protégez ma fille et protégez ma découverte. » Les larmes brouillèrent la vue d'Emily. Elle comprit que ce combat ne concernait plus seulement un vieux carnet ou une formule abandonnée. Cela concernait la vie d'une femme qui avait été réduite au silence. Cela concernait la sécurité de Logan. Cela concernait la vérité. En refermant la boîte, Emily sentit quelque chose changer profondément en elle. Elle n'était plus simplement une mère essayant de survivre. Elle était devenue la dépositaire d'un secret trop grand pour qu'elle puisse le garder pour elle. Une vérité dangereuse. Une vérité que certains seraient prêts à tuer pour empêcher de voir le jour. Et elle savait désormais que le temps de fuir était révolu. Le temps de combattre avait commencé. La nuit qui suivit la découverte de la boîte enterrée au pied du pommier fut la plus longue de la vie d'Emily. Assise à la table bancale de la cuisine, éclairée uniquement par la lumière vacillante d'une vieille lampe qu'elle avait trouvée dans le grenier, elle relisait encore et encore la lettre d'Elena. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent, comme si la voix de la scientifique résonnait à travers les années pour lui murmurer que tout ce qui allait suivre serait dangereux, incertain, mais nécessaire. Logan dormait dans la pièce voisine, et chaque souffle tranquille de son fils renforçait la détermination d'Emily. Elle avait eu peur, une peur profonde et animale, celle que connaissent que les mères lorsqu'un danger invisible menace leurs enfants. Mais cette peur se transformait peu à peu en une force implacable. Elle ne pouvait plus se cacher, ni espérer que les menaces cesseraient d'elles-mêmes. Les événements des derniers jours avaient prouvé que les personnes qui étaient venues jusqu'ici n'hésiteraient pas à mettre des vies en péril pour récupérer ce qu'ils pensaient leur appartenir. Elena avait été réduite au silence. Elle, Emily, refusait de laisser ce même sort frapper Logan ou elle-même. Aux premières lueurs de l'aube, elle décida d'agir. Elle prit la clé USB, la lettre, les documents du laboratoire et les rangea dans un sac qu'elle gardait en permanence près d'elle. Ensuite, elle se rendit chez Calvin pour lui demander de veiller quelques heures sur Logan. Le charpentier, qui avait deviné depuis quelque temps que quelque chose d'indicible entourait cette maison, accepta sans poser de questions. Il vit cependant la gravité dans le regard d'Emily et comprit que ce qu'elle allait faire dépassait largement le cadre d'un simple conflit immobilier. Emily prit sa voiture réparée par Calvin lui-même et se rendit dans la petite ville voisine, là où se trouvaient les bureaux les plus proches des autorités fédérales. Elle hésita un instant avant d'entrer dans le bâtiment, sentant que franchir cette porte changerait irrémédiablement le cours de sa vie. Mais elle n'avait plus le choix. Elle demanda à rencontrer un agent fédéral et, contre toute attente, fut mise en relation avec quelqu'un le jour même. Elle remit à cet agent une copie intégrale des documents, la menace de Novaris, les recherches d'Elena, la disparition suspecte, les coordonnées laissées dans la lettre. L'agent, d'abord sceptique, changea d'expression à mesure qu'il parcourait les fichiers. Ce qu'Emily venait de lui fournir dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Un dossier contenant des preuves d'intimidation, des données de recherche d'une importance capitale et des indications probables d'un homicide prémédité. L'agent lui demanda si quelqu'un d'autre possédait ces informations. Emily répondit qu'elle avait laissé une seconde copie entre les mains d'une organisation journalistique spécialisée dans les enquêtes médicales et pharmaceutiques. Elle avait fait cela la nuit précédente, incapable de dormir, consciente qu'en cas d'accident, les preuves ne devaient pas disparaître. L'agent la remercia et la mit immédiatement sous protection temporaire, le temps de vérifier l'authenticité des informations. Mais Emily refusa de quitter Logan.
affirmant que son fils ne serait en sécurité que près d'elle. L'agent accepta à contre-cœur. Ce même jour, une équipe d'enquête fédérale fut déployée en direction des montagnes. Les coordonnées laissées par Elena indiquaient un lieu isolé, difficilement accessible, où elle affirmait avoir caché ses dernières preuves. Emily reçut plus tard un appel, une voix grave, professionnelle, derrière laquelle elle devina une forme de désarroi. Les agents avaient trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Le corps d'Elena Miller gisait là depuis des années, enseveli sous des pierres, protégé par un conteneur métallique contenant ses dernières notes. Les traces sur les os ne laissaient aucun doute. Elena avait été victime d'un homicide. Une mort violente, le genre que l'on commet pour faire taire quelqu'un, pour effacer une vérité trop dangereuse. Emily sentit ses jambes lâcher. Ce n'était plus une supposition, c'était une réalité. Elena avait été tuée parce qu'elle avait refusé de céder sa formule, parce qu'elle avait choisi l'humanité au détriment du profit. Les jours suivants furent un tourbillon d'événements. Les médias se saisirent de l'affaire. Des articles parus dans les plus grands journaux accusaient publiquement Novaris Therapeutics de corruption, d'intimidation et d'homicide. Les dirigeants furent convoqués, certains furent arrêtés, d'autres tentèrent de nier, mais les preuves étaient trop nombreuses, trop détaillées, trop accablantes. La formule d'Elena était désormais entre les mains d'organismes médicaux indépendants, protégés par des lois que même Novaris ne pouvait plus contourner. Et pour la première fois depuis des années, des familles entières, des malades de l'Alderon's disease, reçurent une lueur d'espoir. La recherche reprit. Les tests commencèrent. Les premiers résultats furent prometteurs. La formule d'Elena n'était plus un secret. Elle devenait un trésor national. Pour Emily et Logan, la vie changea du tout au tout. La maison des Miller, ce lieu de ruines et de mystère, fut restaurée grâce à l'aide d'organisations humanitaires et scientifiques qui considéraient désormais ce terrain comme un lieu historique, un symbole de résistance et de vérité. En l'honneur d'Elena, un centre de recherche y fut établi, le Centre Miller, consacré à l'étude et au traitement des maladies pulmonaires. Emily, grâce à son expérience d'infirmière et au rôle déterminant qu'elle avait joué dans la révélation du scandale, fut invitée à participer à la création du centre. Elle accepta, émue, sentant qu'elle accomplissait quelque chose qu'Elena n'avait pas eu le temps de terminer. Elle réapprit à porter une blouse blanche, à se tenir dans un laboratoire, non plus comme une survivante, mais comme une femme décidée à aider les autres. Quant à Logan, quelque chose changea en lui. Au contact des plantes étudiées par Elena, ses crises diminuèrent. Les médecins ne comprenaient pas encore pourquoi, mais son état s'améliorait de façon constante. Le centre devenait pour lui un refuge, un endroit où il pouvait courir sans craindre que son souffle ne se coupe brusquement. Un endroit où il sentait, comme Emily, la présence silencieuse d'une femme qui avait voulu sauver le monde et qui, d'une certaine manière, continuait à le faire. Le soir de l'inauguration du Centre Miller, Emily se retrouva seule sur le porche, exactement à l'endroit où elle s'était tenue la première fois qu'elle avait vu la maison. Le vent transportait une odeur légère de romarin et de jasmin, deux parfums qu'elle avait appris à associer à Elena grâce au récit de Grace. Les lumières du centre brillaient derrière elle, les scientifiques discutaient, les médecins se préparaient à une nouvelle ère de traitement. Le monde changeait, lentement mais sûrement, grâce à la femme dont les notes avaient survécu 20 ans dans l'ombre. Emily ferma les yeux et murmura d'un ton si bas qu'elle-même l'entendit à peine. « Nous l'avons fait, Elena. Ta vérité vit encore. » À cet instant, une brise douce se leva, comme un souffle délicat venu du passé. Emily sentit alors que la maison n'était plus un lieu de peur ou de silence. Elle était devenue un sanctuaire, un endroit où les secrets avaient été libérés, où la justice avait été rendue et où les vies pouvaient enfin guérir. La nuit s'installa doucement. Mais pour Emily et Logan, ce n'était plus une nuit de menace. C'était une nuit de paix, la première depuis longtemps, et la promesse que désormais, il n'y aurait plus de monstres cachés dans l'obscurité. Potomouchte, la vérité, enfin, avait été entendue. L'histoire ne s'arrête pas là. Abonne-toi pour découvrir la prochaine. Partage cette vidéo, que les autres voient, aussi comment tout peut changer. Écris en commentaire d'où tu regardes.